En 552, quelque chose d'épouvantable se produit aux confins de la Mongolie. Les Gökturks, un peuple turc redoutable, écrasent le khaganat des Ruan, cet empire proto-mongol qui règne depuis près de 2 siècles sur les steppes entre la Corée et l'Irtysh. Le dernier khan Ruan, encerclé de toutes parts, préfère se donner la mort plutôt que de tomber entre les mains de ses ennemis. Son empire s'effondre en quelques semaines. Les survivants fuient vers l'ouest dans une migration désespérée, poursuivis par les Gökturks qui veulent les exterminer jusqu'au dernier. Ces réfugiés ne savent pas encore qu'ils vont devenir l'une des forces les plus destructrices que l'Europe ait jamais connues. On les appellera les Avars. La chute du khaganat des Ruan déclenche l'une des plus grandes migrations de l'histoire. En à peine 15 ans, ces cavaliers traversent toute l'Asie centrale. Ils franchissent les steppes, contournent la mer Caspienne, pénètrent dans les plaines russes. Derrière eux, les Gökturks les traquent sans relâche. Devant eux s'ouvrent les vastes territoires de l'Europe orientale, peuplés de tribus slaves désorganisées et d'un empire byzantin trop occupé ailleurs pour réagir rapidement. En 557, une ambassade avare se présente devant l'empereur byzantin Justinien Ier à Constantinople. Ces hommes venus d'Asie proposent leurs services comme mercenaires. Justinien accepte avec empressement. Il paie les Avars en or pour qu'ils soumettent les tribus nomades turbulentes qui harcelèrent ses frontières, les Sabirs, les Outigours, les Koutrigours, les Saragours. Les Avars s'acquittent de cette tâche avec une efficacité terrifiante. En quelques années, ils vassalisent ou anéantissent toutes ces tribus, créant ainsi une confédération hétérogène sous leur commandement. Mais l'empereur Justinien vient de commettre une erreur fatale. Il a introduit le loup dans la bergerie. Vers 562, un homme nommé Bayan prend le pouvoir chez les Avars. Il devient leur premier Khagan, titre prestigieux signifiant « Khan des Khans », empereur dans les langues mongoles et turques. Si l'histoire a retenu les noms d'Attila, de Gengis Khan et de Tamerlan, elle a largement oublié Bayan. C'est pourtant l'un des plus grands chefs militaires de son époque. Bayan comprend rapidement que les Avars ne peuvent pas rester des mercenaires éternellement. Ils ont besoin d'un territoire, d'une base solide où installer leurs familles et leurs troupeaux. Il jette son dévolu sur la Pannonie, cette vaste plaine fertile traversée par le Danube moyen, correspondant approximativement à l'actuelle Hongrie. Problème, la région est contrôlée par les Gépides, un peuple germanique puissant qui ne cédera pas son territoire sans combattre. Bayan fait preuve d'une intelligence stratégique remarquable. Plutôt que d'attaquer directement les Gépides, il forge une alliance avec leurs ennemis jurés, les Lombards, dirigés par le roi Alboïn. Ensemble, Avars et Lombards vont encercler les Gépides dans un mouvement de tenaille. En 567, les deux armées se lancent à l'assaut. Les Avars attaquent par l'est et le nord, les Lombards par l'ouest. Les Gépides se retrouvent pris au piège. La bataille est d'une violence extrême. Le roi gépide Cunimund meurt au combat, probablement tué par Alboïn lui-même selon les sources lombardes. Les récits racontent qu'Alboïn transforme le crâne de Cunimund en coupe à boire et force Rosamunde, la fille du roi gépide qu'il a prise comme épouse de guerre, à boire dedans. Ce geste scellera son propre destin, mais ceci est une autre histoire. Ce qui compte, c'est que les Gépides sont totalement anéantis. Leur royaume n'existe plus. Bayan se retrouve maître de la Pannonie. Mais il va maintenant jouer un coup de maître diplomatique. Les Lombards espéraient partager le territoire conquis. Bayan les convainc qu'il serait plus avantageux pour eux de migrer vers l'Italie, où les terres sont plus riches et où l'Empire byzantin, affaibli par ses guerres contre les Goths, ne pourra pas vraiment les arrêter. En 568, les Lombards partent pour l'Italie, laissant toute la Pannonie aux Avars. Bayan leur accorde néanmoins le droit de revenir s'ils le souhaitent, dans le futur, un traité qui ne sera jamais appliqué. Le Khagan vient de créer un empire au cœur de l'Europe, sans que personne n'ait vraiment compris ce qui se passait. Les Avars n'étaient pas de simples barbares pillards. Ils maîtrisaient un art militaire sophistiqué qui faisait d'eux les guerriers les plus redoutables de leur temps. Leur supériorité reposait sur 3 éléments: l'étrier de fer, la cavalerie lourde et une organisation tactique redoutable. L'étrier de fer arrive en Europe avec les Avars dans la seconde moitié du VIe siècle. Cette innovation apparemment simple révolutionne l'art de la guerre. Grâce à l'étrier, le cavalier peut se tenir en position accroupie ou presque debout sur sa monture,
ce qui améliore considérablement sa mobilité et augmente l'impact de ses charges. Un cavalier avare peut désormais absorber le choc d'une collision sans être désarçonné, peut viser avec précision son arc tout en galopant, peut frapper de toute la force de son cheval concentrée dans sa lance ou son épée. La cavalerie avare devient une machine de guerre d'une efficacité dévastatrice, bien supérieure à tout ce que l'Europe avait connu depuis les Huns. Mais l'équipement ne suffit pas. Les avares pratiquent comme des tactiques sophistiquées héritées des steppes asiatiques. Ils combattent en formation coordonnée, exécutent des retraites feintes pour attirer l'ennemi dans des embuscades, encerclent leurs adversaires avec une rapidité foudroyante. Leurs archers à cheval peuvent décocher des flèches en plein galop avec une précision mortelle, puis disparaître avant que l'ennemi n'ait le temps de réagir. Quand ils chargent, c'est comme un ouragan de fer et de chair qui brise toutes les lignes de défense. Leur organisation sociale et militaire repose sur un système rigoureux. Le Khagan détient le pouvoir suprême, élu par le Kurultai, un conseil de nobles qui choisit le souverain parmi les membres de la famille régnante. Sous lui, une hiérarchie de khans locaux gouverne les différents clans, les Tudun, les Tarkhans et d'autres chefs qui commandent leur propre contingent. Plus tard, apparaît aussi le Jugur, chef militaire et religieux qui seconde le Khagan. Cette structure permet une mobilisation rapide et une coordination efficace des forces avares sur de vastes territoires. Les avares exploitent également les peuples conquis. Les slaves, qu'ils soumettent par milliers, leur servent de chair à canon lors des sièges et des assauts contre les fortifications byzantines. Les chroniques byzantines décrivent comment les avares poussent en avant les guerriers slaves, les sacrifiant sans pitié pour épuiser les défenseurs avant de lancer leurs propres troupes d'élite. Cette tactique brutale leur permet de minimiser leurs pertes tout en maximisant l'impact de leurs offensives. De 568 à 600, Bayan Ier transforme le Khaganat avare en cauchemar de l'Europe. Son empire s'étend de la Volga à l'Elbe, de la mer Baltique jusqu'aux portes de Constantinople. Les avares contrôlent directement la Pannonie et imposent leur domination sur les Slaves, les Bulgares, les Valaques et divers peuples germaniques du bassin des Carpates. Leur territoire couvre approximativement l'Autriche, la Hongrie, la Roumanie, la Serbie et la Bulgarie actuelle, avec des zones d'influence s'étendant encore plus loin. Mais ce qui définit vraiment l'empire avare, c'est la terreur systématique qu'il inspire. Les avares ne sont pas des bâtisseurs, pas des administrateurs. Ils sont des prédateurs. Leur économie repose essentiellement sur deux piliers, les tributs extorqués aux Byzantins et le pillage méthodique des régions voisines. Les raids avares suivent un schéma prévisible et dévastateur. Les cavaliers surgissent sans avertissement, frappent avec une violence extrême, emportent tout ce qui a de la valeur et disparaissent avant qu'une réponse organisée puisse se matérialiser. Les églises sont leur cible favorite. Les chroniqueurs francs rapportent l'intolérable malfaisance des avares et leurs agressions contre les lieux de culte chrétiens. Un poème lombard raconte qu'ils donnent à leurs femmes, sur l'instigation du démon, les instruments précieux et les vêtements liturgiques volés dans les églises. Cette profanation du sacré choque profondément la chrétienté européenne. L'Empire byzantin, malgré sa puissance, se retrouve paralysé. L'empereur Justin II refuse d'abord de continuer à payer tribut aux avares, ce qui déclenche une série de raids dévastateurs. En 568, Bayan commande une armée de 10 000 Bulgares Koutrigours et saccage la Dalmatie, coupant ainsi le lien terrestre byzantin avec l'Italie du Nord et l'Europe occidentale. Byzance capitule et accepte de payer. Le montant initial de 80 000 solidi annuels sera régulièrement augmenté, atteignant des sommes astronomiques qui épuisent le trésor impérial. En 582, les avares s'emparent de Sirmium, forteresse stratégique essentielle en Pannonie. En 584, ils conquièrent Singidunum, l'actuel Belgrade, et Viminacium, ouvrant les Balkans intérieurs à un flot incontrôlable de Slaves qui vont déferler sur toute la péninsule. En 5 ans, les populations slaves atteignent le Péloponnèse. La carte ethnique des Balkans est bouleversée pour toujours. Pendant ce temps, les avares testent également les défenses occidentales. En 562, ils contournent les Carpates par le nord et attaquent la Germanie, mais sont repoussés le long de l'Elbe par le roi franc Sigebert Ier d'Austrasie. 4 ans plus tard,
En 566, ils réessayent en Thuringe. Cette fois, ils vainquent Sigebert et le font même prisonnier avant de le libérer contre une énorme rançon. Mais ils ne peuvent pas s'établir durablement face à la résistance franque. Les Avars comprennent que leur empire trouvera ses limites face au royaume franc bien organisé et aux terres difficiles de Germanie. Bayan concentre donc ses efforts sur les Balkans et l'empire byzantin. Dans les années 580 à 590, alors que les armées impériales sont occupées à combattre les Perses sassanides en Orient, les troupes restées dans les Balkans ne font pas le poids face aux Avars. Raid après raid, province après province, l'empire millénaire recule. Les chroniqueurs byzantins décrivent des scènes d'horreur, villages entiers massacrés, populations réduites en esclavage, églises brûlées, terres transformées en désert. En 626, les Avars tentent leur coup le plus audacieux, prendre Constantinople elle-même. Leur Kagan, successeur de Bayan mort en 602, forge une alliance avec les Perses sassanides, ennemis jurés de Byzance. Le plan est ambitieux. Les Avars attaqueront par l'ouest avec 80 000 hommes, chiffre probablement exagéré par les chroniqueurs, mais qui traduit l'ampleur de la menace, tandis que les Perses frapperont simultanément par l'est. Constantinople sera prise en tenaille, incapable de se défendre sur deux fronts. L'empereur Héraclius, qui a déjà prouvé son génie militaire contre les Perses, se retrouve dans une position désespérée. Il laisse une garnison minimale défendre la capitale et continue sa campagne en Orient, pariant que les murs théodosiens tiendront. Les Avars déploient autour de Constantinople le plus grand arsenal de sièges jamais rassemblé en Europe. Béliers, tours d'assaut, catapultes et surtout des trébuchets, ces machines de guerre sophistiquées que les Byzantins n'avaient jamais vues auparavant. Le siège dure des semaines dans une violence inouïe. Mais Constantinople ne tombe pas. Les défenseurs résistent avec acharnement. Les murs théodosiens, considérés comme imprenables, justifient leur réputation. Plus crucial encore, la flotte byzantine maintient le contrôle de la mer de Marmara, empêchant les Perses de traverser pour joindre leurs forces aux Avars. Une coalition bulgaro-byzantine finit par contre-attaquer et repousse les assiégeants vers l'Illyrie. Le siège échoue. Le Khagan avar doit battre en retraite, humilié, son armée décimée. Cet échec marque un tournant décisif. Le prestige avar s'effondre. Les peuples soumis comprennent que les maîtres des steppes ne sont pas invincibles. Les révoltes commencent. En 630 à 631, un marchand franc nommé Samo prend la tête d'un soulèvement slave en Moravie, Bohême, Basse-Autriche et Serbie blanche. Il établit un royaume slave indépendant qui survivra jusqu'à sa mort en 658. Dans le bassin du Bas-Danube et les Balkans, des dizaines de sclavinies émergent, petites principautés slaves qui échappent complètement au contrôle avar et byzantin. L'empire avar se replie sur la Pannonie. Les archéologues ont découvert que la culture matérielle avare change radicalement après 630. Dans les tombes masculines, le nombre d'armes diminue drastiquement. L'économie cesse d'être basée sur la guerre et le pillage pour être progressivement remplacée par l'agriculture. Les anciens guerriers à cheval troquent la lance et l'armure contre la charrue. Ils construisent des maisons semi-enterrées avec des toits en selle. Les Avars se sédentarisent et commencent à se mélanger avec les populations slaves locales. Cette période plus paisible permet le développement d'un artisanat raffiné. Les objets avars tardifs, ornés de griffes et de rinceaux, témoignent d'une sophistication artistique remarquable. Mais ce raffinement culturel s'accompagne d'un affaiblissement militaire et politique fatal. Sans la guerre pour maintenir leur cohésion, sans le charisme d'un chef comme Bayan, le système de gouvernement avar s'effrite. Les différents khans locaux mènent des politiques indépendantes. Les rivalités s'intensifient. L'unité se fissure. Pire encore, l'arrêt des paiements byzantins vers 626 prive les Avars de leur principale source de richesse. Leur modèle économique, entièrement dépendant du tribut et du pillage extérieur, s'effondre. Sans or byzantin pour récompenser les guerriers et maintenir la hiérarchie, sans butin pour attirer de nouveaux combattants, le khaganat perd sa raison d'être. Les peuples vassaux se détachent les uns après les autres. Pendant ce temps, à l'ouest, un nouvel empire se construit. Un empire franc, chrétien, organisé,
militairement redoutable. Et à sa tête, un homme d'exception, Charles, bientôt connu sous le nom de Charlemagne. Quand Charles devient roi des Francs en 768, il hérite déjà du royaume le plus puissant d'Occident. Mais il a une vision qui dépasse largement les ambitions de ses prédécesseurs. Il veut unifier toute l'Europe chrétienne sous sa couronne, restaurer la gloire de l'Empire romain, soumettre tous les païens et étendre partout la foi catholique. Ce n'est pas un simple conquérant assoiffé de pouvoir. C'est un idéologue qui croit sincèrement agir pour la gloire de Dieu et le salut des âmes. Pendant 20 ans, Charlemagne va mener campagne après campagne, bataille après bataille, avec une détermination implacable. En 774, il vainc les Lombards en Italie et ceint la fameuse couronne de fer. Mais son combat le plus long, le plus brutal, le plus difficile, reste la soumission des Saxons. De 772 à 785, il faut 13 ans de guerre acharnée avant que leur chef Witikind ne se rende. Même après cette soumission officielle, la Saxe ne sera complètement pacifiée et assimilée qu'en 805, au terme de 33 ans de conflit. Les méthodes employées sont d'une violence extrême. Charlemagne fait déporter des familles saxonnes entières vers le nord-ouest de l'actuelle Belgique, forçant les conversions, exécutant les récalcitrants par milliers. En 778, il lance une expédition en Espagne musulmane, conquiert tout le territoire jusqu'à l'Èbre et organise les régions prises en comté. Sur le chemin du retour, son arrière-garde commandée par Roland est surprise dans une embuscade dans les gorges de Roncevaux. Tous les guerriers sont massacrés. Cet échec cuisant sera transformé 2 siècles plus tard en épopée glorieuse par les troubadours, donnant naissance à la chanson de Roland. Mais sur le moment, c'est une humiliation douloureuse. Malgré ces difficultés, en 788, Charlemagne contrôle un territoire immense qui s'étend de l'Atlantique jusqu'à l'Elbe, des Pyrénées jusqu'à la mer du Nord. Il annexe la Bavière cette année-là, et c'est précisément cette acquisition qui va créer un nouveau problème. L'Empire franc se retrouve désormais en contact direct avec les Avars. La frontière entre les deux empires s'étale sur plus de 300 km, jalonnée de massifs montagneux et de vallées alpines. Elle est mal définie, pénétrable de toutes parts. Et rapidement, les incidents se multiplient. Les Avars franchissent inopinément les frontières pour mener des raids dévastateurs. En 788, ils lancent 2 invasions simultanées, l'une en Lombardie, l'autre en Bavière. Les 2 sont repoussés, mais au prix de lourdes pertes. Ces païens qui pillent les églises, profanent les lieux saints, réduisent les chrétiens en esclavage, deviennent intolérables aux yeux de Charlemagne. Les chroniqueurs francs rapportent leur intolérable malfaisance, leurs agressions contre les églises, le mal qu'ils font aux chrétiens. Pour le roi franc, profondément catholique, les Avars représentent non seulement une menace militaire, mais aussi une offense à Dieu lui-même. Il faut les soumettre, les convertir ou les détruire. Mais Charlemagne n'est pas naïf. Il sait que les Avars sont des guerriers redoutables. Il sait aussi qu'ils possèdent quelque chose qui attise sa convoitise, un trésor fabuleux, accumulé pendant plus de 2 siècles de pillages et de tribut byzantins. Ce trésor est conservé dans un endroit bien précis, le ring avar, leur capitale fortifiée. Prendre le ring signifiera non seulement détruire le cœur du pouvoir avar, mais aussi s'emparer de richesses colossales qui permettront de récompenser ses fidèles et de financer ses futures campagnes. Charlemagne prépare minutieusement son offensive, il ne veut laisser aucune place au hasard. L'été 791, Ratisbonne. Charlemagne rassemble une armée comme l'Europe n'en a pas vu depuis l'époque romaine. Des Saxons fraîchement soumis, des Frisons venus du nord, des Francs formant le noyau dur de ses troupes, des Thuringes, des Bavarois connaissant le terrain. Une force composite mais disciplinée, organisée selon les principes militaires que Charlemagne a perfectionnés pendant 20 ans de campagnes incessantes. Le roi franc élabore une stratégie qui doit le mettre à l'abri de toute mauvaise surprise. Son objectif, le ring avar, cette fortification circulaire située entre le Danube et la Théis, au cœur de la Pannonie. Mais il sait que les Avars ne se laisseront pas approcher facilement. Il divise donc son armée en 2 colonnes qui progresseront simultanément le long des 2 rives du Danube, se soutenant mutuellement tout en empêchant les Avars de concentrer leurs forces contre un seul point. Son fils Pépin d'Italie commande l'une des colonnes avec les troupes lombardes. Charlemagne prend personnellement la tête de l'autre avec le gros de l'armée franque,
Pour coordonner les mouvements des deux colonnes, il fait construire une flotte fluviale qui naviguera sur le Danube, transportant vivres et équipements. C'est une opération logistique d'une ampleur exceptionnelle pour l'époque. L'armée franque quitte Ratisbonne et pénètre en territoire avare à la fin septembre. Les soldats ont jeûné 3 jours sur ordre des prêtres pour obtenir les faveurs divines. Charlemagne doit également apaiser les dissensions entre nobles bavarois qui menacent l'unité du commandement. Mais une fois ces problèmes réglés, l'offensive commence. Les Avars, eux, appliquent la tactique qui leur a si souvent réussi dans les steppes, la terre brûlée. Ils reculent devant l'avancée franque, emmenant leurs troupeaux, brûlant les récoltes, empoisonnant les puits. Ils refusent le combat en rase campagne où la supériorité numérique et l'organisation franque pourraient faire la différence. Ils harcèlent les colonnes avec des raids éclairs, tuent les éclaireurs, tendent des embuscades aux détachements isolés, puis disparaissent avant que les Francs ne puissent réagir. Cette stratégie épuise progressivement l'armée de Charlemagne. Les chevaux manquent de fourrage, les hommes souffrent de la faim, les lignes de ravitaillement s'étirent dangereusement. Pépin réussit néanmoins à conquérir une forteresse avare et fait de nombreux prisonniers, premier succès tactique de la campagne. Mi-octobre, Charlemagne atteint la rivière Rahab, pénétrant profondément en territoire avare. Mais il n'a pas pu livrer la bataille décisive qu'il espérait. Les Avars se dérobent systématiquement. Face au manque de ravitaillement, aux privations imposées aux soldats, à l'approche de l'hiver, Charlemagne prend la décision de faire demi-tour. La première campagne contre les Avars se termine sans victoire décisive. Aucune bataille majeure n'a été livrée. Le ring n'a pas été attaqué, le trésor reste hors de portée. Mais Charlemagne n'abandonne pas. Il installe ses quartiers en Bavière et commence à préparer la suite. Il fait construire un canal entre le Rhin et le Danube pour faciliter le transport des troupes et du matériel. Projet ambitieux qui ne sera finalement jamais achevé. Il renforce les garnisons frontalières. Il collecte des renseignements sur la disposition exacte du ring et les forces avares. Il attend le moment propice pour reprendre l'offensive. Ce moment viendra plus tôt qu'il ne l'espère, mais pas de la manière qu'il avait prévue. En 794, l'Empire avare implose de l'intérieur. L'autorité du Khagan, déjà affaibli depuis l'échec devant Constantinople et les révoltes slaves, s'effondre complètement. Des chefs avars locaux, ambitieux et désireux de préserver leur pouvoir face à la menace franque, commencent à mener des politiques indépendantes, défiant ouvertement le Khagan. L'un d'eux, portant le titre turc de Tudun, prend une décision qui aurait été impensable quelques décennies plus tôt. Il envoie des ambassadeurs à Charlemagne pour lui exprimer son intention de se soumettre et de se convertir au christianisme. C'est une trahison monumentale de tout ce que représente le Khaganat, mais le Tudun comprend que le monde a changé. L'ère des empires nomades fondés sur le pillage touche à sa fin. S'allier au roi franc, accepter le baptême, pourrait lui permettre de conserver une partie de son pouvoir sous protection franque. Les autres chefs avars, furieux de cette trahison, réagissent violemment. Une véritable guerre civile éclate. En 795, le Khagan est assassiné par ses propres rivaux dans une lutte pour le pouvoir qui déchire l'Empire. C'est exactement le moment que Charlemagne attendait. Les Avars, occupés à s'entretuer, ne peuvent plus monter de défense coordonnée. Le duc de Frioul, Éric, reçoit l'ordre de lancer immédiatement une expédition contre le ring. Il rassemble ses troupes et se met en marche. Quand il arrive devant la fortification légendaire, celle qui a résisté à tous les assauts pendant plus de 2 siècles, il ne rencontre aucune résistance. Le ring est pratiquement abandonné. Les guerriers avars sont dispersés à travers la Pannonie, combattant les uns contre les autres. Les défenseurs ont fui. Éric pénètre dans la forteresse circulaire et découvre un spectacle qui dépasse toutes les espérances. Le trésor avare est là, intact. Des décennies de pillage à travers les Balkans, 2 siècles de tribus extorquées à l'Empire byzantin, les richesses accumulées depuis la lointaine Mongolie. De l'or à profusion, de l'argent, des pierres précieuses, des objets liturgiques volés dans 1000 églises, des couronnes, des calices ciselés, des reliquaires ornés, des étoffes précieuses venues d'Orient, des armes incrustées de gemmes. Une fortune capable de financer un empire pendant des générations. Éric commence à rassembler le butin, mais avant qu'il n'ait pu tout transporter, Pépin d'Italie arrive avec des forces beaucoup plus considérables. Le nouveau Khagan,
qui vient de prendre le pouvoir dans le chaos de la guerre civile, tente désespérément de négocier. Il vient en personne à la rencontre de Pépin pour faire sa soumission, espérant au moins sauver une partie du trésor. Pépin ne l'écoute même pas. Ses troupes pillent le ring une seconde fois, emportant tout ce qui reste de valeur. 15 chariots chargés d'or sont envoyés à Aix-la-Chapelle. C'est probablement une sous-estimation. Les chroniqueurs de l'époque, ébahis par l'ampleur du butin, peinent à en décrire l'étendue. Ce trésor va jouer un rôle considérable dans la consolidation du pouvoir de Charlemagne. Il peut désormais récompenser généreusement tous ses fidèles, financer de nouvelles campagnes, construire des palais et des cathédrales, s'attacher la loyauté des grands du royaume. Les historiens estiment que ce butin a provoqué un mouvement d'inflation sensible dans tout l'empire carolingien, tant la quantité d'or injectée dans l'économie fut massive. Le Tudun, qui avait initié la trahison, se présente comme promis à Aix-la-Chapelle. Il reçoit le baptême, adopte un nom chrétien et obtient de riches cadeaux de Charlemagne. Il continue à gouverner la partie occidentale du territoire avare, mais désormais comme vassal du roi franc. Le khaganat avare, en tant qu'entité indépendante, vient de cesser d'exister. La chute du ring en 795 à 796 ne signifie pas la fin immédiate de toute résistance avare. Des poches de combattants refusent de se soumettre. Entre 799 et 802, plusieurs révoltes éclatent en Pannonie. Des chefs avares tentent de rallier leurs guerriers pour reconquérir leur indépendance perdue. Ces derniers rebelles se battent avec l'énergie du désespoir, conscients qu'ils luttent non seulement pour leur liberté, mais pour la survie même de leur peuple en tant qu'entité distincte. Charlemagne répond avec la même brutalité systématique qu'il a employée contre les Saxons. En 802, les comtes francs Cadalo et Gontran sont tués au combat contre des avares révoltés, preuve que ces derniers savent encore mordre. Mais la riposte franque est terrible. Des expéditions punitives partent de Bavière. Les armées franques ravagent la Pannonie, village après village, forteresse après forteresse. Elles font de nombreux captifs, déciment la noblesse avare, tuent systématiquement les chefs qui résistent. Le Tudun vassal de Charlemagne fait acte de soumission définitive. Les derniers rebelles sont finalement battus en 805. Cette année-là, un prince avare nommé Théodore, converti au christianisme, se rend à Aix-la-Chapelle pour implorer Charlemagne. Il demande qu'on lui accorde un territoire à l'ouest de l'Arabe, où il pourrait installer son peuple à l'abri des agressions slaves qui commencent maintenant à piller les anciens maîtres avares. L'ironie de la situation est cruelle. Les Slaves, autrefois utilisés comme chair à canon par les Avares, se vengent aujourd'hui de leurs anciens oppresseurs. Charlemagne accorde cette requête. Un petit territoire est réservé aux Avares convertis sous protection franque. Mais quelques mois plus tard, un autre prince avare apparaît, prétendant au titre de Khagan. Il envoie des ambassadeurs à l'empereur pour demander confirmation de son autorité sur l'ensemble du peuple avare. Charlemagne accepte à une condition, le baptême. Le prince se fait baptiser et prend le nom d'Abraham. Mais son khaganat, réduit à ses possessions occidentales, n'est plus qu'une ombre pathétique de ce qu'était l'empire de Bayan. La région conquise devient officiellement une marche de l'empire franc sous le nom d'Avarie, du vieux nom romain de Pannonie. Plus tard, cette marche deviendra l'Autriche. Les Avares survivants sont progressivement convertis au christianisme, souvent de force. Une loi franque interdit même de vendre des armes aux Avares, preuve que Charlemagne veut s'assurer qu'ils ne représenteront plus jamais une menace militaire. Entre 802 et 805, puis lors d'une dernière expédition en 811, les Francs détruisent systématiquement les derniers foyers de résistance avares. Les chroniques ne font plus mention d'aucune révolte après 811. Le peuple avare, en tant que force politique et militaire, cesse d'exister. Certains survivants, peu nombreux, se réfugient dans les montagnes de Transylvanie où ils se mêlent à d'autres peuplades slaves, asiatiques et germaniques. Les Sicules de Roumanie pourraient être considérés comme leurs descendants lointains. Ceux qui restent en Pannonie subissent un sort pire encore. Les Slaves, enhardis par la chute de leurs anciens maîtres, les harcèlent sans relâche. Village après village, les Avares sont massacrés, expulsés, assimilés. Les chroniques franques rapportent que les Slaves exterminent totalement les restes de ce peuple qui les avait tant fait souffrir. Vers 822, on ne parle plus des Avares. Ils ont disparu.
L'histoire des Avars est celle d'une civilisation nomade qui a dominé l'Europe pendant près de 2 siècles avant de s'effondrer brutalement. Leur empire fut l'un des plus vastes et des plus redoutés de l'époque médiévale, mais il a laissé étonnamment peu de traces dans la mémoire collective européenne. Aujourd'hui, qui connaît Bayan? Alors que tout le monde a entendu parler d'Attila ou de Gengis Khan, qui se souvient du siège de Constantinople en 626, alors qu'il fut l'une des batailles décisives de l'histoire mondiale? Cette amnésie historique s'explique en partie par le fait que les Avars ne construisirent pas de villes durables, ne développèrent pas d'écriture propre, ne laissèrent pas de chroniques écrites de leur point de vue. Tout ce que nous savons d'eux provient de leurs ennemis, byzantins, francs, lombards. Les vainqueurs ont écrit l'histoire, et les vainqueurs avaient intérêt à minimiser l'importance de leurs adversaires vaincus. Les chroniqueurs carolingiens présentent systématiquement les Avars comme des païens sanguinaires, des pillards sans foi ni loi, des ennemis de Dieu et de la civilisation. Cette propagande servait à légitimer les guerres de Charlemagne, à les présenter comme des croisades justes contre des barbares. L'historien moderne Rodolphe Keller a mis en évidence comment l'entourage de Charlemagne développa un véritable discours de justification, mobilisant des références religieuses et l'idée de guerre juste, tout en exaltant la force armée et même le pillage du trésor ennemi. Mais au-delà de cette propagande, les Avars furent bien plus que de simples barbares. Ils introduisirent en Europe des innovations militaires majeures comme l'étrier de fer. Ils développèrent un artisanat sophistiqué, comme en témoignent les objets avars tardifs ornés de motifs complexes. Ils créèrent un système politique capable de gouverner un empire multiethnique pendant 2 siècles. Leur échec final ne fut pas dû à une quelconque infériorité culturelle, mais à l'évolution d'un monde où les États sédentaires organisés, comme l'Empire carolingien, devenaient plus puissants que les confédérations nomades. L'effondrement des Avars ouvrit la voie à des transformations profondes de l'Europe centrale. La Pannonie passa sous contrôle franc, jetant les bases de ce qui deviendrait l'Autriche. Les Slaves, libérés du joug avare, purent établir leur propre royaume dans les Balkans et en Europe centrale, changeant définitivement la carte ethnique de la région. 2 siècles plus tard, un nouveau peuple nomade venu des steppes, les Magyars, s'installera dans la même Pannonie et fondera la Hongrie. Pour Charlemagne, la destruction des Avars représenta bien plus qu'une simple victoire militaire. Elle marqua l'apogée de son règne conquérant. En 800, 5 ans après la prise du Ring, le pape Léon III le couronna empereur à Rome, ressuscitant symboliquement l'Empire romain d'Occident. Cette couronne impériale, Charlemagne l'avait en partie gagnée sur les champs de bataille de Pannonie, financés par l'or avare. Le contraste entre les 2 hommes qui incarnent cette histoire, Bayan et Charlemagne, est frappant. Bayan mourut en 602 après 40 ans de règne, laissant un empire au faîte de sa puissance. Charlemagne mourut en 814, après avoir créé le plus vaste royaume que l'Europe occidentale ait connu depuis la chute de Rome. Mais l'empire de Bayan s'effondra une génération après sa mort, ne laissant que des ruines et des légendes. L'empire de Charlemagne, lui, fragmenté entre ses héritiers, donna néanmoins naissance aux royaumes qui forment l'Europe moderne. France, Allemagne, Italie. Pourquoi cette différence? Les empires nomades, aussi puissants soient-ils, dépendent d'un leadership charismatique, d'une cohésion militaire et d'un flux constant de richesses extérieures. Quand l'un de ces éléments fait défaut, tout s'effondre. Les Avars avaient bâti leur puissance sur la guerre et le tribut. Quand les Byzantins cessèrent de payer, quand les défaites militaires minèrent leur prestige, quand les peuples vassaux se révoltèrent, il ne resta rien pour maintenir l'unité. Charlemagne, à l'inverse, construisit un système basé sur l'administration territoriale, sur l'Église comme structure de pouvoir parallèle, sur une idéologie chrétienne capable de survivre aux individus. Son empire se fragmenta, certes, mais les structures qu'il avait créées perdurèrent sous d'autres formes. La rencontre entre ces 2 mondes, celui des steppes et celui de la chrétienté européenne, se termina par l'anéantissement du premier. Les Avars furent les derniers grands nomades à menacer sérieusement l'Europe occidentale avant les Mongols au XIIIe siècle. Leur défaite marqua la fin d'une ère, celle où les cavaliers venus d'Asie pouvaient terroriser des civilisations entières par leur seule mobilité et leur férocité guerrière. Charlemagne avait gagné plus qu'une guerre, il avait gagné l'avenir.
L'Europe des royaumes chrétiens sédentaires allait dominer le continent pour les siècles à venir, repoussant définitivement vers l'est la frontière avec le monde nomade des steppes. Les Avars, eux, sombèrent dans l'oubli, fantômes d'un passé révolu, conquérants oubliés d'un empire disparu. Pourtant, leur histoire mérite d'être racontée. Non pour glorifier la violence et le pillage, mais pour comprendre comment les grands mouvements de population façonnent l'histoire, comment des peuples entiers peuvent migrer sur des milliers de kilomètres et bâtir des empires éphémères, comment la rencontre entre civilisations différentes produit des affrontements titanesques qui redessinent la carte du monde. Les Avars ont terrorisé l'Europe pendant 2 siècles. Charlemagne les a anéantis en 15 ans. Cette histoire, brutale et tragique, est celle d'un monde en mutation où les anciennes certitudes s'effondraient et où un nouvel ordre émergeait dans le sang et le fer. C'est l'histoire de la naissance de l'Europe médiévale, forgée dans les guerres entre nomades et sédentaires, païens et chrétiens, Est et Ouest. Une histoire qui mérite d'être rappelée, même si le temps l'a presque effacée de nos mémoires.